Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la 5e et dernière vidéo de notre histoire avec les Premières Nations. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à un gros morceau de l'histoire des nations autochtones. Alors je parle souvent des Premières Nations car ce sont elles qui m'entourent pour le moment là où je vis, au Bas-Saint-Laurent. Mais ce dont on va parler maintenant concerne aussi de très près ou de moins près les autres nations autochtones d'Amérique du Nord, c'est-à-dire les Inuits et les Métis. On va aborder des sujets plus complexes que dans les vidéos précédentes, peut-être aussi un peu moins sexy que les explorations et les batailles, mais vraiment importantes pour comprendre la situation actuelle. On va parler entre autres de traités, de partage des territoires, d'assimilation, de soi-disant privilèges des autochtones. On va parler de sujets sombres et sensibles, mais aussi d'espoir. Pour cette vidéo, je m'appuie beaucoup sur un livre de Pierre Lepage, Mythes et réalités sur les peuples autochtones, la 3e édition de 2019, coédité par l'Institut Tchakapèche et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la version numérique sur le site internet de la Commission qu'on vous met en description. Dans ce livre, M. Lepage soulève une question. Que s'est-il donc passé entre l'époque lointaine du régime français et la période contemporaine ? Donc entre le début de la conquête anglaise vers 1760 et les années 90. C'est une question qui concerne le Canada dans sa globalité, mais aussi très particulièrement le Québec. Bon, avant de continuer, il faut que je me confie un peu à vous. Vous pouvez me dire que je suis française, que je suis arrivée au Québec. Les œuvres que je lis sont majoritairement en français, écrites par des Québécois. Si j'étais arrivée à Vancouver, je n'aurais peut-être pas la même histoire à raconter. Mais moi, qui de base voulais atterrir ou me dépêcher de rejoindre la côte ouest, je suis contente d'être arrivée au bord du fleuve Saint-Laurent. C'est ici que tout a commencé. Ici, entre la vallée du Saint-Laurent, l'Acadie et les Grands Lacs que sont nés les premiers Canadiens, notamment d'union avec les autochtones. Et cet héritage de la Nouvelle-France, c'est aujourd'hui, même si les frontières ont bougé, un héritage qui se retrouve au Québec et dans sa population. Alors, quand étranger, on est arrivé sur le continent, on a entendu et découvert certaines choses qui nous ont choqués. On s'est demandé comment en est-on arrivé là. D'ailleurs, c'est une interview de Marco Vingender qui m'a aidé à mettre des mots sur ce que je ressentais en étant au Québec. Dans cette interview, que je vous mets en description, il parle d'amnésie collective, de la peur pour le peuple canadien d'origine d'être catalogué ensauvagé à une période où c'était très mal vu et où cela va le rester pour un bon moment. Il y a donc eu un détachement au niveau du lien avec les nations autochtones. Marco Vingender a d'ailleurs écrit un livre qui retrace la période de l'histoire que l'on a vue dans les vidéos précédentes et qui s'intitule « Le Nouveau Monde oublié, la naissance métissée des premiers Canadiens ». Quand j'ai terminé d'écrire les vidéos précédentes sur l'histoire jusqu'en 1763, mi-décembre 2023, j'ai lu un autre livre, un témoignage, un peu comme celui que j'avais écrit et ceux qu'on avait demandé à nos proches pour les vidéos. Cette œuvre, c'est le Québec qui est né dans mon pays. Carnet de rencontres d'Annie Cuny à Kiuna, d'Emmanuel Dufour sorti en 2021, donc très récemment. C'est l'histoire de la prise de conscience de Madame Dufour, québécoise ayant grandi à 50 km d'une communauté iroquoise. Et c'est fou car elle était si proche et pourtant, avant de faire des recherches, elle avait la même vision des Indiens, en fait la même ignorance que moi avant d'arriver au Québec et de m'y intéresser également. En parallèle de mon travail d'écriture pour ces vidéos, les actualités y faisaient également écho. La situation à Gaza, et puis juste avant que je commence à écrire cette vidéo, la nouvelle loi sur l'immigration en France. Je trouvais du sens à mon travail, dans l'importance pour nous Français étant nés dans un pays qui a largement participé à la colonisation, pas uniquement en Amérique, de se souvenir de ce passé colonial qui a profité à la France, au détriment des populations colonisées. L'œuvre d'Emmanuel Dufour m'a confortée dans le fait de publier ces vidéos. Elle y partage un tweet qui dit notamment « Ce n'est pas à vous de raconter l'expérience des survivants, mais il y a une facette de l'histoire que vous devriez explorer en profondeur. » Les Français étaient arrivés en Amérique du Nord avec de base la volonté d'établir le même schéma colonial qu'ailleurs, c'est-à-dire la domination et l'assimilation.
Mais les besoins du commerce des fourrures ont dirigé la couronne à plutôt faire des alliances commerciales et militaires avec de nombreux traités de paix et d'amitié. Des amitiés sont réellement nées entre les Français, puis les Canadiens et les Autochtones. Les Canadiens avaient beaucoup appris des Autochtones. Ils avaient les connaissances de l'environnement, l'avantage du terrain et la robustesse pour lutter contre les Anglais. C'est ainsi qu'est née une véritable identité canadienne, distincte des Français métropolitains. Les Canadiens de l'époque, puis les Québécois d'aujourd'hui, ont réussi à préserver, mais luttent toujours encore pour conserver leur langue et leur culture dans une mer anglophone. C'est une lutte très similaire que mènent les nations autochtones, mais beaucoup plus ardue. Car si les Canadiens de l'époque n'ont pas eu à subir l'assimilation, les nations autochtones, eux, l'ont vécu. Pour comprendre, il faut en revenir au fil de l'histoire. En 1763, le traité de Paris est signé. La France cède donc ses territoires à l'Angleterre en Amérique du Nord, et la lutte de Pontiac ne changera pas sa position. Il y a dans l'imaginaire collectif des Québécois, mais aussi des Français je pense, l'idée que les Indiens, les autochtones, aient été conquis par l'Angleterre. Mais cela est faux. C'est la France, les Français qui ont perdu, pas les nations autochtones. La rébellion de Pontiac a laissé un héritage aux nations autochtones. La couronne britannique a réalisé l'importance de ces peuples. Cet héritage se concrétise au travers de la proclamation royale de 1763. Un édit du roi George III, la première constitution du pays, donc des textes qui déterminent la forme du gouvernement d'un pays. On l'a vu à la fin de la dernière vidéo, cette proclamation crée une vaste réserve autochtone à l'ouest des Appalaches. Elle indique aussi clairement que toutes les terres que les peuples autochtones n'ont pas cédées ou vendues leur sont réservées. Plus du tiers de la proclamation traite en détail des relations avec les autochtones, ce qui montre donc leur importance. Les éléments notables dans ce document sont la reconnaissance d'un statut de nation et tribu, donc des groupes politiquement distincts, la reconnaissance d'une responsabilité de protection de la part de la couronne, et l'établissement d'une procédure de consentement par traité lorsqu'il s'agit de coloniser les terres. Si certaines dispositions de cet édit royal ne sont plus valides aujourd'hui, on peut notamment citer les frontières de la colonie de Québec, les clauses relatives aux autochtones, elles, n'ont jamais été abolies. Elles sont donc, dans le jargon juridique, toujours force de loi au Canada. Ce qui explique que même si ces textes commencent à dater, ils sont toujours utilisés par les nations autochtones pour affirmer leurs droits ancestraux, entre autres. Mais bon, les Anglais ils veulent quand même coloniser, en négociant ou en obtenant une forme de consentement de la part des Premières Nations occupant le territoire. Et pour la formation d'un pays aussi vaste que le Canada, cela va donner lieu à une quantité de traités et d'actes de cession. Par contre, vous vous souvenez, on vient juste de parler de 3 points importants. La reconnaissance de leur statut, leur protection et leur consentement. Et bien là, le dernier peut déjà être remis en question. L'obtention du consentement des peuples autochtones concernés à chaque fois par les terres en question a été très relatif, obtenu le plus souvent dans la confusion et la méprise. Alors attention, il fut une époque de vrai consentement entre les Britanniques et les autochtones. Tout comme la France a réalisé de nombreux traités de paix et d'amitié, l'Angleterre également, avant la conquête, avait conclu plusieurs pactes d'amitié dans les colonies de Nouvelle-Angleterre et de New York. Mais le climat d'incertitude créé par la conquête de 1760 va amener les autorités britanniques à mettre les bouchées doubles dans la conclusion de traités. Malheureusement, tout est dans le nom. Le fait de conquérir prend le premier plan sur l'amitié, et les traités de paix et d'amitié ont laissé place aux traités territoriaux. Car si la proclamation de 1763 apparaît comme très généreuse, les autorités coloniales vont en fait s'en servir comme un outil de dépossession. Les traités vont servir à éteindre les titres fonciers des premiers habitants, donc les rendre accessibles à la colonisation. La remise en question du consentement des autochtones dans la signature de ces traités repose surtout sur le fait qu'ils n'avaient pas la notion et le concept de propriété privée. Il y avait donc une distorsion majeure entre la compréhension autochtone et la compréhension européenne de ces traités.
sans mentionner les mauvaises traductions et les élections de chefs autochtones biaisées par le gouvernement selon qu'ils étaient favorables au traité ou non. Je ne vais pas faire la liste des traités, ni décortiquer les tenants et aboutissants de chaque traité. Vous avez saisi l'idée principale. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au livre Mythes et réalités sur les peuples autochtones de Pierre Lepage. Le fait qu'on cherche à obtenir leur terre plutôt que leur amitié après la conquête de 1760 a une explication. Dans son livre, M. Lepage indique que jusqu'en 2006, les autochtones avaient disparu des manuels d'histoire, donc des manuels d'enseignement au Québec. Jusqu'en 2006, après la conquête, après 1760, plus de nations autochtones dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Et l'auteur indique que cette anomalie a déjà été soulevée en 1979 par Sylvie Vincent et Bernard Arcan, qui arrivaient à la conclusion que les manuels accordent un rôle aux Amérindiens au sein de notre histoire tant que durent les guerres coloniales. À partir de 1760, il n'y a plus d'Amérindiens alliés ou ennemis dont il faut contrôler l'allégeance militaire ou la production de fourrure. D'ailleurs, le marché de la fourrure va s'essouffler à partir de 1814. Il n'y a plus que des Indiens politiquement sans importance. En fait, il n'y a plus d'Indiens du tout. J'ai eu une discussion en septembre 2023 avec une amie qui habite depuis plus de 2 ans dans le coin d'Ottawa. On parlait de la vie au Canada en général, pas spécialement orientée sur les Premières Nations. D'ailleurs, à ce moment-là, je ne m'étais pas du tout renseignée à leur sujet, j'étais encore très ignorante, mais elle était déjà plus familière avec leur réalité. Et elle m'a parlé de racisme et de jalousie, car des communautés autochtones ne payent pas de taxes et ont les frais d'inscription des universités gratuites. Pourtant, elle mentionne aussi de la misère, avec des problèmes d'alcool et de drogue. Alors d'où vient cette image de l'Indien privilégié au Canada, qualifié d'exploiteur du système, qui ne paierait ni taxes ni impôts? Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu nous racontes, Alison? Depuis toutes ces vidéos, tu veux nous faire comprendre qu'ils sont oppressés. Et maintenant, tu parles de privilèges. Encore une fois, allons voir dans le passé. Contrairement à l'ensemble des citoyens, c'est un fait que les Indiens et les terres réservées aux Indiens relèvent de la compétence exclusive du gouvernement fédéral. Il s'agit d'une des caractéristiques de leur statut spécial. En somme, ils sont des citoyens à part. Ils l'ont d'ailleurs toujours été depuis le régime français. Cependant, c'est depuis 1876 que le gouvernement fédéral régit leur vie par le biais d'une loi spéciale, la loi sur les Indiens, anciennement appelée l'Acte des Sauvages. Maintenant, si on se remémore les 3 points essentiels de la proclamation de 1763 concernant les autochtones, on a vu que ce qui concernait le consentement, notamment pour les terres, était bancal. À présent, on va discuter du point sur la protection. La couronne affirmait sa responsabilité de protection à l'égard des nations ou tribus sauvages qui sont en relation avec nous. Ce sont les termes du roi. Cependant, on va le voir, la loi sur les Indiens est en fait une déformation de cette responsabilité de protection. Cette loi va en faire des citoyens mineurs sous la tutelle du gouvernement fédéral. Au nom de la protection, on se permettra de décider ce qui est bien pour eux. C'est ce que l'auteur, Pierre Lepage, nomme dans son livre de la protection à la coercition, c'est-à-dire au fait de contraindre. Le sort des autochtones prend un tournant vers 1814. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, après la Révolution américaine et la fin des hostilités entre les Américains et les Britanniques, plus besoin des Premières Nations pour faire la guerre. De plus, le commerce des fourrures est en déclin. Mais si on n'a plus besoin d'elles pour faire la guerre ou le commerce, on a cependant besoin de leurs terres. C'est dans ce contexte qu'un vaste projet d'assimilation, d'extinction progressive de la population indienne au Canada est élaboré entre 1840 et 1867. Ce sont les anthropologues Savard et Proulx qui écrivent que, à partir des années 1840, les autorités gouvernementales vont chercher à se doter de pouvoirs nécessaires à l'accélération de la dépossession territoriale des Indiens et à la diminution du nombre de ceux-ci par voie d'assimilation au mode de vie blanc. Cette volonté du gouvernement se finalise par la loi sur les Indiens de 1876, les rendant légalement incapables dans presque tous les domaines et minant complètement leur autonomie.
Le cœur de cette loi, c'est que les membres des Premières Nations sont sous tutelle du gouvernement, ce qui les prive de leur libre arbitre, de plein de droits classiques pour des citoyens normaux. Et le but, c'est de les pousser à demander l'émancipation, sur diverses conditions. Mais en gros, se faire émanciper, c'était renoncer à son identité, n'être légalement plus un Indien pour acquérir tous les attributs de la citoyenneté. Cela pouvait inclure de renier son nom, donc changer son nom-prénom indien pour un européen, quitter sa vie en communauté autochtone, laisser tomber sa culture, ses pratiques et croyances. Donc, la citoyenneté n'était pas automatique. Il fallait que le ministre des Affaires indiennes, en tant que tuteur, valide si un individu et sa famille étaient aptes à se débrouiller en société. En plus, il y a eu pas mal de discrimination dans tout cela. Par exemple, dès 1971, au Québec, on est majeur à 18 ans. Mais jusqu'en 1985, on exigeait toujours de l'Indien qu'il ait 21 ans révolus pour demander l'émancipation. Du sexisme aussi. Toute femme indienne mariant un non-indien perdait automatiquement son statut, alors que l'inverse n'est pas valable. Un homme indien mariant une non-indienne gardait son statut. Et dites-vous que ces dispositions sur l'émancipation et les discriminations sexistes également, tout cela n'a été aboli qu'en 1985. En fait, les seuls choix réservés aux Indiens ont toujours été les suivants: la tutelle permanente ou l'assimilation. La majorité de la population non autochtone, ne connaissant pas toute la dimension de cette loi, y a juste vu un statut spécial avec des privilèges. Pour que vous réalisiez encore plus la dimension lunaire de cette loi, je vais vous citer un autre exemple. En 1880, un amendement de la loi décrétait que tout Indien qui obtenait un diplôme universitaire serait automatiquement émancipé. Donc lui, toute sa famille et ses descendants n'étaient plus ce qu'ils avaient toujours été, perdaient leur identité si par malheur un membre de leur famille avait envie d'étudier. Et cette émancipation automatique va rester dans la loi jusqu'en 1951. Dans tout ça, vous avez aussi le remplacement des systèmes politiques traditionnels par des systèmes électifs établis sur le mode des conseils municipaux, donc le modèle européen. Notamment avec l'acte de l'avancement des sauvages de 1884 qui vient tirer un trait sur le premier des 3 points fondamentaux de la proclamation de 1763. C'est-à-dire qu'il devait normalement y avoir une reconnaissance d'un statut de nation et tribu dans des groupes politiquement distincts. Facultatifs au début, les systèmes électifs furent graduellement imposés. On connaît 2 cas où les votes ont eu lieu imposés par la force avec l'aide de la police. Pour moi, mais aussi de manière générale, je pense que le point culminant de toute cette loi, de ces actes, de ces contrôles est la mise en place des pensionnats. On va aussi loin dans la tutelle qu'on enlève même aux parents indiens la responsabilité de l'éducation de leurs enfants. Le régime des pensionnats indiens, aussi connu sous le nom d'école résidentielle, a été instauré officiellement au Canada en 1892. Ces pensionnats sont nés d'ententes entre le gouvernement du Canada, donc, et les églises catholiques, romaines, anglicanes, méthodistes et presbytériennes. En 1931, il y avait au Canada 80 écoles résidentielles, localisées principalement dans le nord-ouest et dans les provinces de l'ouest. Au Québec, le système fut mis en place plus tardivement et progressivement, 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale et a terminé d'être mis en place 4 ans après. Durant des décennies, des générations d'enfants ont été éloignés sciemment de leurs parents et de leur village, contraints à une discipline rigide, et on leur a même interdit de parler leur langue sous peine de punition. L'histoire des pensionnats est aussi marquée par des récits innombrables de négligence, d'abus et de sévices physiques et sexuels. Il est estimé que plus de 150 000 enfants, Premières Nations, Inuits et Métis sont passés par les écoles résidentielles dans les années 1830 jusqu'à la fermeture de la dernière école en 1997. J'étais à peine née. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation estime également à 4100 enfants morts dans les pensionnats autochtones, à partir d'archives. Mais ce chiffre est très probablement supérieur. En mai 2021, la Première Nation Tk'emlúps en Colombie-Britannique
a annoncé avoir encore retrouvé les ossements de 215 enfants sous le pensionnat de Kamloops, ce qui ravive encore beaucoup de douleurs. D'ailleurs, le silence commence à se briser petit à petit et des ex-pensionnaires et des familles intentent un recours en 2006 contre le gouvernement et divers groupes religieux. Ce mouvement va entraîner la mise en place de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, qui entre 2008 et 2015 va parcourir le pays et entendre plus de 6750 témoignages de personnes touchées de près ou de loin par les pensionnats et qui souhaiteraient partager leur expérience. Dans un rapport rendu public en 2015, cette commission a qualifié l'épisode des pensionnats autochtones de génocide culturel. Ces pensionnats ont brisé les autochtones de l'intérieur, ont brisé l'Indien dans l'âme. Il y a eu des excuses des églises et en 2008 du Premier ministre du Canada, mais les séquelles de cette période sont encore et toujours à l'origine aujourd'hui de nombreux problèmes sociaux observés au sein des communautés ou qui touchent des personnes autochtones. Des grands-parents, des parents brisés, qui n'ont pas su faire face à leurs douleurs, à leurs souvenirs, mal dans leur peau et dans leur tête, après qu'on ait détruit leur identité. Certains n'ont pas réussi à s'occuper de leurs enfants, qui à leur tour se sont sentis perdus. Je vous mets en description le témoignage de Eddie Robinson sur la chaîne YouTube TVO Today Docs, qui explique sa quête identitaire après avoir notamment vécu des difficultés avec ses parents, dont le père a subi de graves traumatismes en pensionnat. Je peux également vous conseiller une lecture, Le vent en parle encore, de Michel Jean, aux éditions Stanké, paru pour la première fois en 2013. Et j'aimerais encore ajouter que des études récentes, à propos desquelles j'ai lu des articles sur Radio-Canada, que je vous mets en description, traitent des traumatismes dans l'enfance, qui seraient responsables de douleurs chroniques à l'âge adulte. Mais on peut aussi retrouver des études qui se penchent sur l'hérédité épigénétique des traumatismes. C'est-à-dire comment des événements marquants, traumatisants de notre vie peuvent être inscrits dans notre ADN, et dont les séquelles peuvent parfois être transmises à notre descendance. Il pourrait donc y avoir une transmission intergénérationnelle de nos plus fortes douleurs et tristesses. Personnellement, je pense que cela est vrai. Je pense qu'on porte en nous des sentiments que l'on ne sait pas toujours expliquer, car ils n'appartiennent pas à notre propre vécu. Tout cela pour dire qu'il y a toujours encore un mal-être chez les jeunes autochtones, une crise identitaire qui est à l'origine de consommation d'alcool et de drogue. Cela aboutit notamment à un taux de suicide constamment et significativement plus élevé chez les Premières Nations, les Métis et les Inuits que ceux des populations non autochtones au Canada. Un rapport de Statistique Canada pour la période de 2011 à 2016 révèle que le taux de suicide des Premières Nations est 3 fois plus élevé que celui de la population non autochtone. Ce taux est 1,6 fois plus élevé chez les Métis et 9 fois plus élevé pour les communautés inuites. Des privilèges, parlons-en. Alors déjà, il y a eu la création de réserves, dont on va reparler plus tard. Mais rapidement, il s'agit de zones, de territoires, où les communautés autochtones vivent et où elles peuvent exercer leurs activités et leur culture. Jusqu'aux années 1960, dans ces réserves, il y avait des agents des affaires indiennes qui exerçaient un pouvoir quasi absolu à l'intérieur des communautés, allant même jusqu'à décider si un autochtone avait le droit de sortir ou non. Même pour une durée temporaire, il fallait demander un laissez-passer. De 1884 à 1951, sur le plan social et culturel, des célébrations et des rituels ont été interdits. Cela inclut des rassemblements comme les powwows, où les nations autochtones y pratiquent notamment la danse. Donc le gouvernement est allé jusqu'à leur interdire de fêter et de s'amuser. Malgré des correctifs apportés en 1985 et une politique gouvernementale favorisant une plus grande autonomie des Premières Nations, la loi sur les Indiens est toujours en vigueur. Cette loi attribue aux Premières Nations vivant dans les réserves des droits différents des autres citoyens. S'ils ont des avantages que d'autres n'ont pas, on peut citer par exemple certaines exemptions de taxes, ils sont aussi privés ou limités dans l'exercice d'un certain nombre de droits. Le droit fondamental de toute personne à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens en est un bon exemple. À l'écran, vous voyez défiler le tableau résumé par Pierre Lepage des différences de droits entre une personne des Premières Nations habitant dans une réserve et un citoyen à l'intérieur d'une municipalité. N'hésitez pas à mettre sur pause pour lire dans le détail. Dans les grandes lignes,
Un membre de Première Nation n'est jamais vraiment propriétaire d'un bien immobilier ou de terre. Il ne peut pas les vendre, il ne peut pas les transmettre, il ne peut pas avoir accès à un crédit à la consommation et ne peut pas obtenir de carte de crédit. Il n'est pas imposable seulement quand il travaille dans une réserve ou pour un employeur situé dans la réserve. En d'autres termes encore, ça veut dire pas de droit de propriété du sol, ni de droit de saisie dans les réserves. Attention, le statut des Inuits diffère de celui des Premières Nations. C'est important que je vous l'indique, mais je ne vais pas aller trop dans le détail sur cet aspect dans cette vidéo. La loi sur les Indiens ne concerne plus les Inuits à partir de 1950, ce qui fait qu'ils payent des taxes et impôts comme les autres citoyens et ont obtenu le droit de vote 10 ans avant les Premières Nations. Du fait de leur territoire de vie plus au nord et de leur interaction plus tardive et différente avec les colons, ils étaient avant rattachés à la terre de Rupert, territoire de la compagnie de la baie d'Hudson, grosse compagnie de fourrure. Ils n'ont été intégrés au territoire du Québec qu'en 1912, et ce n'est qu'en 1930 que le gouvernement du Canada met en place des programmes à leur intention. À ce moment-là, ils se trouvaient dans une situation très difficile avec l'effondrement de l'économie autour des fourrures. Ils faisaient notamment face à la famine. En 1918, Frédéric Ogilvie-Loft, chef Mohawk, militant, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, journaliste, auteur et forestier, met en place la Ligue des Indiens du Canada et tente de l'implanter à travers le pays. Il dénonce le système des pensionnats autochtones qu'il qualifie de véritable piège mortel et à son retour de guerre, il pointe du doigt les différences de traitement entre les anciens combattants non autochtones et autochtones. Ces derniers reçoivent des prestations ou des pensions moindres, ou alors elles leur sont parfois refusées. Mais le ministère des Affaires indiennes ne voit pas Fred Loft d'un bon œil, s'oppose à lui et le menace de la perte de son statut. En 1945, Jules Sioux, un Huron de Lorette, est à l'initiative du gouvernement de la nation indienne de l'Amérique du Nord. Cela fait un moment que ce dernier milite pour l'indépendance de sa nation. On peut également citer Bernard Commanda, algonquin de l'Ontario, qui en sera nommé chef en premier, puis ce sera le tour de Francis Pegamagabo et William Commanda. Ils établissent leur propre loi indienne, mettent en place des cartes de membres qui indiquent notamment la liberté de circuler entre le Canada et les États-Unis, le droit de chasser et de pêcher sur l'ensemble du territoire de l'Amérique du Nord, et celui d'établir un campement n'importe où, tout en prenant soin de ne pas causer de dommages aux occupants. Mais vous vous en doutez que ce n'est pas si simple. Et pour avoir osé affirmer leur autonomie, Jules Sioux, qui est alors le secrétaire trésorier, est arrêté avec 4 autres membres de l'organisation accusés de conspiration. Ce mouvement politique, qui existe toujours aujourd'hui, a été particulièrement actif dans les années 1950 à 1960. En 2009, dans une entrevue, William Commanda a indiqué que ce mouvement a regroupé au cours de cette période jusqu'à 6000 membres. Comment parler d'opposition sans parler de la crise d'Oka, qui a eu lieu au cours de l'été 1990 et qui a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi du sang. Le choc collectif, le retour à la mémoire d'une population amnésique, après que les manuels scolaires aient effacé les Indiens pendant plusieurs décennies. La crise est très bien abordée par l'autrice dans C'est le Québec qui est né dans mon pays. Emmanuelle Dufour avait 10 ans au moment des faits, mais pour elle et sa famille, comme pour beaucoup de Québécois, l'événement a été très marquant. Marquant surtout d'incompréhension. Il s'agissait d'Iroquois Mohawks qui bloquaient la circulation et gênaient la population, qui ne comprenaient pas leurs actes et leurs revendications. L'image du mauvais Iroquois a aussi refait surface, car par le passé, ils étaient alliés aux Anglais et donc ennemis des Français. Mais tout cela n'est qu'une question de timing, un concours de circonstances. Ils auraient aussi pu s'allier aux Français. La crise d'Oka, c'est l'histoire d'un litige vieux de plus de 200 ans. Tout démarre avec des promesses faites par les Sulpiciens, une société de prêtres aux Mohawks, à propos de terres qu'ils leur laisseraient bien à eux. Mais les Sulpiciens n'ont jamais tenu parole. Au fil des années, les terres occupées par les Mohawks de Kanesatake, qui devaient leur revenir, ont été vendues. Une parcelle par-ci, une parcelle par-là. Ce qui les a laissés en 1990 avec un territoire morcelé en 47 parcelles séparées les unes des autres. En 1945, le gouvernement du Canada a récupéré une bonne partie de ces terres qui n'avaient pas été vendues par les Sulpiciens.
Les autochtones sont autorisées à y demeurer et à y exercer un certain nombre d'activités, mais elles n'ont jamais eu le statut de réserve indienne selon la loi sur les Indiens, privant donc le conseil de bande de toute autorité administrative sur ces terres. Après plusieurs revendications, plusieurs demandes déposées aux autorités et toujours rejetées, c'est la goutte de trop quand il est annoncé que la municipalité du village d'Oka veut agrandir un terrain de golf et construire des maisons de luxe. Surtout sur un territoire traditionnellement utilisé par la communauté Mohawk et qui comprend un cimetière qui leur est très cher. L'affrontement a donc majoritairement eu lieu sur le territoire de la collectivité de Kanesatake, près de la ville d'Oka, sur la rive nord de Montréal, mais des manifestations et des violences se sont également produites sur la réserve de Kanawake, au sud de Montréal. Pendant 78 jours, les manifestants Mohawks vont affronter la police du Québec, la Gendarmerie royale du Canada et finalement l'armée canadienne sera appelée pour y mettre un terme. Un policier de la Sûreté du Québec, le caporal Marcel Lemay, y a trouvé la mort, par balle, mais on ne sait pas par qui. Aussi, avec la tension extrême et dans la confusion, une jeune fille Mohawk de 14 ans a été poignardée par un soldat alors qu'elle tentait d'aider sa petite sœur de 4 ans. En 2008, soit 18 ans après les événements, le gouvernement fédéral a reconnu ses torts. Mais les discussions concernant les revendications territoriales des Mohawks de Kanesatake se poursuivent toujours. Bien que cette crise ait été une prise de conscience pour certains, elle a aussi ravivé un fort racisme envers les autochtones. Quand j'ai commencé à me documenter sur les Premières Nations sur Internet, je suis tombée sur des vidéos YouTube, des reportages, des témoignages, majoritairement sur des sujets graves. J'étais choquée, je ne pensais pas que la situation était encore telle qu'elle est. Je vais vous en citer quelques-uns. Je vais commencer par les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada. Les femmes autochtones sont 3 fois plus à risque de violence que les autres Canadiennes et surreprésentées parmi les femmes disparues et assassinées. Cela s'explique en majeure partie par le contexte historique de la colonisation qui a conduit à un phénomène de racialisation et de sexualisation de la femme autochtone. Dans un rapport de 2014, la Gendarmerie royale du Canada reconnaît sur une période allant de 1980 à 2012 plus de 1200 cas de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées. Toutefois, les groupes de femmes autochtones évoquent plutôt, dans les estimations documentées, un chiffre supérieur à 4000. Longtemps, les demandes de l'Association des femmes autochtones du Canada et d'autres organisations ont été ignorées. Mener des enquêtes n'était pas jugé nécessaire, et surtout pas une priorité pour le gouvernement. Une enquête publique nationale a enfin eu lieu entre 2016 et 2019. Je peux aussi vous évoquer le mauvais traitement et la mauvaise prise en charge des autochtones de tous âges dans les hôpitaux. Pour en prendre connaissance, je vous invite à lire un article en ligne de Le Devoir qui vous donnera plusieurs exemples et qui expose une situation récente et terrible. Ça m'a brisé le cœur. J'ai senti qu'on ne nous a pas respectés et qu'on n'a pas respecté mon père. Les gens pensent qu'ils sont pauvres, qu'ils boivent, qu'ils ont des problèmes sociaux. Ce n'est pas toujours le cas. Mais l'hypothèse est formulée dès le départ. Le médecin a imposé L'infirmière un s'est rasage de pointée. cheveux. Vous, et un si pied je de Ce dont je parle, ce sont des faits récents. 2016, 17, 19, 2021. C'était hier, c'est encore aujourd'hui. Je vous propose aussi de vous intéresser à l'histoire de Jordan River Anderson, né en 1999 avec plusieurs handicaps. Il est demeuré hospitalisé dès sa naissance. À l'âge de 2 ans, les médecins ont déclaré qu'il pouvait emménager dans une résidence adaptée à ses besoins médicaux particuliers. Mais à ce moment-là, les enfants des Premières Nations n'avaient toujours pas accès aux mêmes services que les autres enfants canadiens. Cela est dû au fait que le financement des divers services offerts aux enfants des Premières Nations, en particulier ceux qui vivent dans les réserves, provient de différents ordres du gouvernement. Cette situation a mené à des conflits de compétences entre le gouvernement fédéral et provincial pour savoir qui devrait payer quel service. Il est décidé que Jordan resterait à l'hôpital jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Il est mort à l'âge de 5 ans à l'hôpital, sans jamais avoir pu vivre un jour dans sa maison.
De cette histoire est né le principe de Jordan, qui oblige à s'occuper de l'enfant, à faire ce qui est nécessaire d'abord et de régler les questions relatives au paiement plus tard. Vous pouvez le découvrir dans le récit de Cindy Blackstock sur la chaîne YouTube TVO Today Docs. Je me dois aussi de mentionner que dans l'un des pays les plus développés, qui est le Canada, il y a actuellement une trentaine de Long-Term Boil Water Advisories. J'ai du mal à le traduire en français, mais en gros il s'agit d'alertes, de notices affichées indiquant à la population de devoir faire bouillir leur eau si elles veulent la consommer. Et cela dans 28 communautés à travers le Canada. La Première Nation, Neskantaga, au nord de l'Ontario, connaît une alerte à l'eau non potable qui dure depuis 27 ans. Des enfants qui n'ont jamais pu tirer de l'eau du robinet pour la boire. C'est juste aberrant. Ces informations, je les ai trouvées grâce au combat de Laila Stat, Mohawk, artiste et militante, protectrice de la terre et de l'eau, qui a réalisé un documentaire qui s'intitule Boil Alert, dans lequel elle part notamment enquêter sur le problème de l'eau dans les réserves. Je vous mets le trailer en description et je vous mets également un podcast dans lequel elle est invitée. Ce podcast se trouve sur la chaîne YouTube de Pam Palmater, dont j'ai écouté déjà d'autres vidéos et prises de parole et que je vous conseille également. C'est en anglais, mais ceux qui peuvent, n'hésitez pas à découvrir ces femmes. On peut citer encore et toujours du racisme, qui dans les pires cas mène à des meurtres, comme celui du jeune Colton Bushey de la nation Cree en 2016. Je vous invite vivement à regarder le film reportage We Will Stand Up par Tasha Hubbard, sorti en 2019, qui retrace un moment fort de l'histoire de la nation Cree dans les prairies à partir de 1876 et l'histoire tragique de Colton Bushey. Je vous mets en description le lien vers le film et aussi vers une vidéo YouTube CBC Docs qui est un extrait du film et je vous encourage au moins à regarder cet extrait. Pour ce qui est de l'aspect environnement, qui me tient aussi à cœur, aujourd'hui, le gouvernement du Québec, et du Canada en général, écrit sur les réseaux notamment qu'il compte sur la participation des Premières Nations et des Inuits pour sauver les espaces naturels, la biodiversité. Maintenant, on compte sur leur aide. Maintenant, après avoir tenté d'effacer leur lien avec la nature, après les avoir trahis, on compte sur leur aide, mais on ne les écoute pas sérieusement ces dernières années quand elles demandent à protéger plus de terres pour le caribou des montagnes. Je vous mets en exemple 2-3 articles de Radio-Canada de 2023 qui traitent le sujet, mais vous pouvez en trouver bien plus. Au moment où j'écris cette vidéo, début janvier 2024, Ottawa attend toujours la nouvelle stratégie de protection de l'habitat du caribou de la part du gouvernement du Québec. Le dépôt de cette stratégie est repoussé depuis 5 ans. Il est intéressant de citer, en 1945, la création de l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, bien connue aujourd'hui, qui avait suscité de vifs espoirs car sa charte constituante affirmait clairement le droit à l'égalité et à la liberté de tous les peuples et de toutes les nations, ainsi qu'une forte détermination à mettre fin au colonialisme sous toutes ses formes. Mais malgré les plaintes d'individus et de groupes autochtones, il faudra attendre 1970 pour que la question des nations autochtones soit vivement discutée au sein des Nations Unies. Ensuite a donc eu lieu une vaste étude qui, en 1993, aboutit à la Déclaration des peuples autochtones. Enfin, en 2007, le texte est adopté par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette déclaration est hyper importante car elle mentionne le droit à l'autodétermination des nations autochtones et à l'obligation pour les États de les consulter et de coopérer avec eux. En parallèle, les Autochtones du Canada se sont vus reconnaître un statut de peuple dans la nouvelle Constitution canadienne de 1982. Et bien que l'Assemblée nationale du Québec ne reconnaît pas cette entente constitutionnelle, elle a adopté une résolution en 1985 selon laquelle les Autochtones forment des nations et qu'à ce titre, des ententes d'autonomie gouvernementale doivent être conclues. Cette autonomie gouvernementale, c'est la nouvelle voie pour les Premières Nations, la voie de la dignité collective.
c'est l'espoir d'être enfin maître de leur destin, de se développer et de s'épanouir. Un conseil de bande pour chaque communauté de chaque Première Nation peut gérer les domaines de la santé, des services sociaux, des loisirs, de l'habitation, de la sécurité publique et du développement économique. Je pense que plus important encore, c'est l'autonomie en matière d'éducation. En l'espace de 20 ans, donc entre la fin du régime des pensionnats et la mise en place d'une autonomie gouvernementale, le réseau des écoles primaires et secondaires en milieu autochtone s'est radicalement transformé. Pour donner des chiffres, pour les écoles des réserves et des villages autochtones du Québec, selon le ministère de l'Éducation, il y avait en 1977 29 écoles fédérales créées pour succéder aux pensionnats. En 1997, il ne restait plus qu'une école fédérale. Elles ont été progressivement prises en charge par les communautés des Premières Nations et de nouvelles ont été construites. En 1977, il n'y avait donc pas d'école autochtone, alors qu'en 1997, il y en avait 61. Le nombre d'écoles a donc doublé. Et c'est hyper important car à partir de ce moment-là, presque la totalité des enfants autochtones ont eu accès à une école et une éducation qui leur ressemble, avec leur histoire et leur réalité. Malgré cela, il est à noter que le taux de décrochage et les retards scolaires sont très préoccupants. En 2011, au Québec, les données de Statistique Canada indiquent qu'une proportion de 16,9% des Premières Nations possèdent un diplôme d'études secondaires, alors que 31,3% n'ont aucun certificat, diplôme ou grade. Ce taux grimpe à 55,8% chez les Inuits. En comparaison, seulement 14,5% des non-autochtones ne possèdent aucun certificat. C'est au niveau universitaire que la différence est encore plus frappante. Seulement 2,6% des Inuits, 8,9% des Premières Nations et 11,1% des Métis atteignent le niveau baccalauréat. Donc pour les Français, le bac plus 3 ou autre diplôme de niveau supérieur. Alors que pour les non-autochtones, ce taux atteint 23,5%. Restons dans les études postsecondaires. Au Québec, il y a le cégep ou le collège qui correspond à une transition de 2 ans entre le secondaire et l'université et qui peut aboutir à un diplôme et un métier ou à la poursuite des études à l'université. Eh bien, le premier établissement collégial autochtone, le collège Manitou, a ouvert ses portes en 1973, puis ferma 3 ans plus tard faute de budget. Mais il sonna l'éveil du leadership autochtone et mena 35 ans plus tard, en 2011, à l'ouverture de l'institution Kiuna, dans la communauté abénakise d'Odanak. Aujourd'hui, l'institut est fier de ses diplômés qui pourront changer le monde de demain. Elle a démontré que la sécurisation culturelle favorise la persévérance et la réussite éducative des Premières Nations. Les universités, quant à elles, mettent de plus en plus en place des programmes qui prennent en compte les réalités autochtones pour leurs étudiants. Les autochtones représentent l'une des populations les plus jeunes au Canada. En moyenne, la population autochtone était 8,8 ans plus jeune que la population non autochtone en 2016, d'après le site du gouvernement Statistique Canada. Il est important que le pays puisse compter sur cette jeunesse autochtone et la mettre en avant. Une forme d'espoir, c'est la jeunesse et ses nouvelles initiatives. Et croyez-moi, il y en a. Je vous mets par exemple en description le site de Wapikoni Mobile. Le Wapikoni Mobile, c'est un studio ambulant d'intervention, de formation et de création audiovisuelle des Premières Nations. Et je vous invite vivement à aller regarder leurs courts-métrages. Donc tout cela passe par l'éducation, l'apprentissage et la compréhension du passé pour aller de l'avant, aller vers la réconciliation. Dans cette voie de la réconciliation, on peut noter ces 20 dernières années la réouverture du dialogue et de nombreuses collaborations entre non-autochtones et autochtones. J'aimerais enfin revenir sur la question des terres et des revendications territoriales avec le cas de 2 conventions établies au Québec. D'ailleurs, le Québec a curieusement été vierge de tout traité pendant longtemps, sauf une exception. En 1975, la Convention de la baie James et du Nord québécois est signée dans le but de développer un projet hydraulique à la baie James. Il s'agit du premier traité moderne, mais aussi le premier règlement à intervenir sur les terres et titres fonciers autochtones. En 1978, c'est au tour de la Convention du Nord-Est québécois, qui est similaire. À l'écran, vous avez une carte du partage du territoire dans le cadre de ces 2 conventions.
Donc en noir, les terres de catégorie 1 sont réservées à l'usage exclusif des nations autochtones et représentent sur tout ce grand territoire seulement 1,3%. Les terres de catégorie 2 leur sont contiguës. Il s'agit d'un domaine de chasse et de pêche exclusif pour les habitants des terres 1, mais peuvent être sollicitées pour des projets publics à condition d'être remplacées. Elles représentent 14,4%. Et enfin, les terres de catégorie 3 sont les terres publiques, donc pas d'exclusivité pour les autochtones, mais ils peuvent y faire les mêmes activités que tout autre citoyen. Elles représentent encore 84,3%, ce qui est énorme et qui montre bien que les Québécois sont loin d'être perdants. Ce qui est important aussi, c'est que dans ces deux conventions, la protection de l'environnement, la faune et la flore ont fait l'objet de préoccupations spéciales et des comités conjoints ont été créés. Pour conclure, ces deux traités illustrent bien que les revendications territoriales doivent être abordées sous l'angle du partage et de la coopération plutôt que sous l'angle de la privation. J'aimerais terminer ces vidéos historiques par un dernier passage du livre « Ils étaient l'Amérique ». Même submergés, même maltraités, les premiers peuples du continent ont continué d'exister, de raconter leurs histoires et de perpétuer leur langue riche et belle. Ils ont été l'Amérique, ils le sont toujours. Il y a encore tellement d'événements et de personnes dont j'aurais pu parler, mais vous avez déjà un bon résumé avec ces vidéos. J'aimerais encore mentionner le fait que je n'ai pas parlé de femmes, alors qu'au contraire, le Canada s'est aussi et évidemment construit avec des femmes, qu'elles soient anglaises, françaises, canadiennes, métis ou autochtones. Elles sont aussi les oubliées de l'histoire. Dans la série de livres de Remarquables oubliés, vous avez également un tome sur les femmes et un autre tome sur les coureurs des bois, si vous voulez en apprendre plus. Malheureusement, on l'a vu, une grande majorité de l'histoire a été racontée par les hommes colons européens. Les Premières Nations gardaient peu de traces écrites. Mais heureusement, des voix se font de plus en plus entendre, des projets se concrétisent et des personnes travaillent pour ajouter les pages manquantes à nos livres d'histoire. C'est notamment le but de l'émission Décoloniser l'histoire sur Télé-Québec. Je vous mets le lien en description si vous voulez approfondir des moments clés de l'histoire du Canada, de l'histoire de minorités. Il s'agit de courtes vidéos hyper intéressantes. Je vous remercie encore pour tout le soutien. Je remercie Camille pour son travail titanesque au montage, mais aussi qui m'écoute, échange et construit ces dernières vidéos avec moi. Si j'ai fait des erreurs, si vous avez entendu d'autres versions de l'histoire, car l'histoire a été racontée et interprétée de plusieurs façons, n'hésitez pas à me l'indiquer. Si des personnes veulent échanger, je vous attends en commentaire et par mail. Maintenant que l'on connaît mieux l'histoire de ces terres et de leurs habitants, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le terrain. Prenez soin de vous et des autres. Bye!